Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de la semaine MS Santé. On organise ce point aujourd'hui sur mon espace santé avec Ella Gariani, qui est directrice de projet à la délégation du numérique en santé. Bonjour Ella. Bonjour Anne. Donc du coup, on va commencer. Alors Ella, qu'est-ce que mon espace santé et à qui s'adresse-t-il? Alors, mon espace santé, c'est un nouveau service public numérique qui sera ouvert à tous à partir du 1er janvier 2022. Il est prévu par la loi OTSS de juillet 2019 et il s'adresse littéralement à tous les usagers de notre système de soins. Et quelles sont les principales fonctionnalités? La finalité de mon espace santé, c'est de permettre à chacun de gérer ses données de santé. Gérer ses données de santé veut dire pouvoir les stocker et les partager. Donc, en termes de fonctionnalités natives, et vraiment, c'est celles qui sont fixées dans le cadre de la loi, c'est l'esprit de mon espace santé, c'est tout d'abord une revisite du dossier médical partagé, qui s'appellera donc le dossier médical dans le cadre de mon espace santé, où, en tant qu'usager, on pourra alimenter nous-mêmes les documents de santé, nos données de santé, mais bien évidemment, il pourra aussi, comme c'était le cas pour le DMP, être alimenté par les professionnels qui nous prennent en charge. On a complètement revu la présentation de ces documents pour essayer de faire en sorte qu'au lieu d'être une liste de documents les uns à la suite des autres sur une base, on va dire, historique, chronologique, de pouvoir les rattacher à des événements de soins. Et donc de pouvoir comme ça plutôt raconter son parcours de soins, son historique médical. Ça, c'est la partie dossier médical de mon espace santé. On aura aussi une messagerie sécurisée, dont on va parler tout à l'heure, qui est en fait un pont entre la messagerie sécurisée qui outille aujourd'hui les professionnels de santé dans le cadre de la MS Santé, de l'espace de confiance MS Santé, et leurs patients. Donc pour un professionnel, on pourra échanger en toute sécurité avec ses patients dans les mêmes conditions qu'on le fait entre pairs. C'est vraiment une manière d'offrir aux professionnels de santé une alternative aux messageries gratuites et sur Internet, dont on sait que le modèle économique est basé sur l'exploitation des données qui y circulent, et donc de garantir des conditions de sécurité qui soient à un certain niveau, on va dire, médico-légal, qui offrent une garantie aux professionnels de santé. Ça, c'est la messagerie, deuxième fonctionnalité socle de mon espace santé. On aura ensuite un catalogue de services numériques qui en fait permettra aux usagers de découvrir la richesse des services numériques qui existent aujourd'hui pour prendre soin de sa santé. Ces services-là devront être conformes à un certain nombre de référentiels. Et pour certains d'entre eux, lorsqu'ils s'inscrivent dans des finalités de diagnostic, de soins, de prévention ou de suivi social ou médico-social, alors ces applications pourront, candidater à accéder aux données des usagers de mon espace santé. Et moi, en tant qu'usager, je pourrais consentir à ce que ma balance connectée alimente mon espace santé ou à ce que mon portail de téléconsultation, par exemple, me permette d'aller récupérer des documents dans mon espace santé pour les partager avec le professionnel avec qui je suis en consultation. Donc ça, c'est la troisième fonctionnalité, peut-être la plus innovante, et qui consiste aujourd'hui à ouvrir la circulation des données de santé et surtout à la mettre à la main du patient. C'est le catalogue de services de mon espace santé. Et enfin, la dernière fonctionnalité, ce serait celle d'un agenda sécurisé de santé qui, en fait, permettra à l'usager de représenter sous la forme d'un calendrier, d'un agenda, d'une ligne de vie, les événements et les rappels qui ont trait à sa santé. Il pourra être alimenté par les usagers eux-mêmes, par les applications référencées au catalogue de services et pourquoi pas, à moyen terme, par les professionnels qui interviennent directement dans la prise en charge de la personne. Ça, c'est les 4 fonctionnalités de base de mon espace santé. D'accord. Et quels sont les cas d'usage possibles, les grands cas d'usage qui se dessinent? Alors, on a énormément de cas d'usage autour de cette notion de donner la main aux usagers sur leurs données de santé. L'objectif, c'est vraiment qu'en tant qu'usager, d'abord, je ne perde plus mes documents. Je puisse systématiquement les stocker simplement dans mon espace santé pour pouvoir les partager lorsque je suis pris en charge et pour qu'elles soient disponibles aux professionnels de santé en cas d'urgence, en cas de pépin, un peu dans la modalité brise-glace du DMP. Une des évolutions vraiment radicales par rapport au DMP, c'est cette notion d'opt-out, de création automatique. C'est-à-dire que demain, les professionnels de santé pourront considérer que par défaut, le patient qu'ils ont face à eux a un espace numérique de santé et il peut donc l'alimenter automatiquement. Ce changement de paradigme va vraiment faire de mon espace santé le carnet de santé numérique des usagers. Ce qui va faire en sorte que, d'abord, premier cas d'usage, moi je peux le remplir et donc ne pas perdre mes documents et pouvoir systématiquement les partager. Deuxième cas d'usage, je vais pouvoir demander à un professionnel à la fin d'une consultation de m'envoyer mon ordonnance, de m'envoyer mon compte rendu d'examen de biologie, soit par messagerie, soit directement en alimentant mon DMP, ce qui me permettra de récupérer systématiquement les données de santé importantes pour ma santé.
Et puis, je pourrais bien évidemment, dans le cadre des différents services, avec chacun leur valeur ajoutée et leur proposition de valeur métier, faciliter mon utilisation de ces services-là. Par exemple, si j'utilise un portail de préadmission, je pourrais pré-remplir un certain nombre d'informations en autorisant le portail référencé au catalogue de services à accéder automatiquement à mes données de santé dans mon espace santé. D'accord. Et à partir de quand allons-nous pouvoir accéder à mon espace santé? Alors, le calendrier prévoit qu'au 1er janvier 2022, le dispositif soit ouvert à tous par défaut. Donc, à partir du 1er janvier 2022, très exactement du 3 janvier, on va envoyer avec les collègues de l'assurance maladie des notifications à l'ensemble des usagers du système de soins. Ces notifications, elles vont servir à informer les personnes de l'arrivée de mon espace santé. Elle leur permettra également, s'ils le souhaitent, de s'opposer au dispositif, puisque dans le respect du RGPD, on est obligé de garantir le droit d'opposition des personnes à ce que le traitement soit mis en place. Et donc, dans le grand bain à l'échelle de la France entière dès le 1er janvier. On est de retour en ligne. Oui. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce que vous nous avez perdu. Les aléas du direct, donc on reprend. On en était exactement sur le calendrier de déploiement. Donc, avant de se lancer directement à l'échelle de la France entière au 1er janvier 2022, on va préparer une phase pilote d'abord en Haute-Garonne, qui va démarrer au mois de juillet, puis à la fin du mois d'août, on va élargir le dispositif au département de la Somme et de la Loire-Atlantique. L'objectif, c'est de tester 3 choses. D'abord, le mécanisme d'opt-out, qui est vraiment quelque chose de nouveau et qu'on veut garantir techniquement, mais aussi dans la compréhension que les gens en ont. C'est vraiment l'objectif de cette phase pilote. Donc, il s'agira d'adresser à l'ensemble des usagers de ces 3 départements, d'abord une information, puis, dans un délai d'1 mois après cette notification, de permettre aux personnes ces départements pilotes, tous les assurés sociaux disposeront d'un espace numérique de santé. Ensuite, on va tester 2 fonctionnalités premières de mon espace santé dans le cadre de cette phase pilote. D'abord, la messagerie, où pour la première fois, on va tester de premiers usages d'échanges sécurisés entre professionnels et établissements de santé et leurs patients. Et enfin, on va tester le nouveau dossier médical de mon espace santé, qui pourra être donc alimenté soit par les professionnels, qui a les mêmes interfaces d'alimentation que le DMP historique, soit par l'usager lui-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut tester dans le process d'enrôlement, inciter la personne à remplir son dossier médical. Exactement. Et concrètement, comment vais-je accéder à mon espace santé? Concrètement, on va tous recevoir un document avec un code d'accès temporaire et le lien auquel se connecter. À travers ce code d'accès temporaire, on va pouvoir dire, voilà, je suis telle personne. On va devoir saisir notre numéro de sécurité sociale. Là, on enregistre son compte et à la fin, on active mon espace santé. Et on va commencer le parcours, notamment de remplissage du profil médical, etc. etc. Cette partie-là aussi, c'est quelque chose auquel on va être particulièrement attentif pendant la phase pilote, pour voir dans ce parcours d'enrôlement qu'on a essayé où on a essayé d'allier sécurité, identito-vigilance, mais aussi simplicité et fluidité dans le parcours. On va voir comment ça se passe, ce tunnel, entre guillemets, d'enrôlement au moment de l'activation. Et en tant qu'usager, en tant que professionnel de santé, si aujourd'hui j'ai envie d'avoir plus d'informations sur mon espace santé, quels sont mes moyens d'information? Alors, sur Internet, notamment sur le site de l'ANS, on a une page qui présente tout d'abord le dispositif de manière générale. On a aussi une consultation en ligne pour faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les professionnels du secteur, mais aussi les usagers, nous disent en fait quels sont d'après eux les critères qui feront que cette aventure fonctionne, puisque ça va nécessiter nécessairement l'implication de tous et des usagers eux-mêmes aussi. Et on va retrouver en fait des supports de présentation du dispositif.
Donc ça, c'est aujourd'hui le principal canal où on retrouve de l'information sur l'état d'avancement de mon espace santé et là où on est le projet. D'accord. Alors, Élodie, est-ce que nous avons des questions? Oui, alors, première question, quel sera le format des documents de santé stockés? Ce sera-t-il des PDF indexés? Alors, on va retrouver les formats historiques du DMP, avec notamment les documents en format CDA tels que prévus par le cadre d'Interop des systèmes d'information en santé. Ça, c'est, on va dire, la base. Ensuite, on pourra bien évidemment alimenter des documents PDF également. Et enfin, on aura aussi, en plus des documents de santé, des données de santé structurées au format FHIR. Ça va commencer par une dizaine de mesures de santé qui décrivent la situation de santé de la personne. Donc, ces données-là, elles peuvent être soit alimentées par l'usager lui-même, ça va être son poids, sa taille, sa tension artérielle, sa glycémie, soit alimentées par des applications référencées au catalogue de services. Donc, on va vraiment avoir les deux modalités d'alimentation du profil médical et des données de santé au format structuré. Donc, on va voir les documents, CDA, PDF, et les données, format FHIR. Est-ce que le patient pourra masquer des documents à certains professionnels? Alors, les règles applicables dans le cadre du DMP s'appliqueront toujours dans le cadre de mon espace santé, notamment par rapport aux droits des usagers. Et donc oui, un patient pourra masquer un document de son espace numérique de santé et faire en sorte donc que les professionnels ne puissent pas y avoir accès. Est-il prévu un moteur de recherche chaîne de caractères au sein de cet espace pour piocher au sein des documents? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, on va tester des choses autour de ce moteur de recherche pour retrouver facilement un document. Je vous disais tout à l'heure, on aimerait que les documents soient rattachés à des événements de vie. Ça fait vraiment partie des retours qu'on a eus aussi bien des usagers que des professionnels de santé pour retrouver plus facilement les documents pertinents dans une prise en charge. Une ligne de vie. Exactement, c'est-à-dire quand je me suis fait opérer du genou, voilà tous les documents, les données de santé qui ont trait à cette opération, à cet événement de soins. Donc, on va tester des choses autour des mécanismes de recherche. Donc, ce n'est pas dit que ce soit un champ de recherche en texte libre qui permette de retrouver le document indexé. Ce sera peut-être plutôt un mécanisme de tag. Donc, ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on va expérimenter dès les premières phases de déploiement de mon espace santé. Alors, autre question, existe-t-il un espace de test ou de patient de test permettant, en dehors des territoires pilotes de déploiement, de valider techniquement la capacité des messageries professionnelles à échanger? Alors, on va mettre en place un espace de test côté MSS. D'abord, dans un premier temps, pour tester la connexion du serveur de messagerie Mon Espace Santé avec l'espace de confiance des usagers. Donc ça va nous permettre, nous, déjà de tester techniquement, sans nécessairement faire le pont avec des opérateurs, entre guillemets, en production de messagerie. Et a priori, si ça marche dans le cadre de l'espace de confiance, dans le cadre de ces tests, ça marchera pour le reste des messages. Pour information, on ne se lance pas tout d'un coup dans le grand bain. On a mis en place un POC depuis l'année dernière pour tester justement le mode de fonctionnement d'échange entre des messageries opérateurs MS Santé et la messagerie citoyenne. Donc en fait, on va s'inscrire techniquement dans exactement les mêmes modalités d'échange que celles qu'on a testées depuis 1 an, qui nous ont permis d'outiller plus de 300 échanges là depuis la fin de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, entre vraiment des vrais professionnels de santé recrutés et des patients qui ont bien voulu jouer le jeu. Donc on va tester ça entre la MSS et l'espace numérique de santé, et on a testé en production, on va dire, en conditions réelles, depuis maintenant presque 7 mois. Les éditeurs de logiciels médicaux sont-ils partie prenante dans l'évolution et l'intégration de ces nouvelles fonctionnalités? Alors, concrètement, vous le savez, aujourd'hui, on mène en parallèle de ce grand chantier les actions autour du Ségur. Donc, le Ségur, c'est un plan d'investissement historique pour mettre à jour et améliorer l'ensemble du parc informatique des professionnels et des établissements de santé. Il y a un des sujets du Ségur, une des priorités du Ségur qui est vraiment liée à l'alimentation du DMP pour faire en sorte que l'ensemble des logiciels qu'utilisent les professionnels puissent alimenter l'espace numérique de santé d'un patient et qu'un professionnel puisse, entre guillemets, rendre ses données de santé à son patient. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a des échanges réguliers, permanents, quotidiens avec les éditeurs de logiciels, du côté logiciel, on va dire, de gestion de cabinet, de SIH, et aussi en radiologie, en biologie. L'idée, c'est que l'ensemble de ces logiciels soient prêts à horizon 3 ans
pour alimenter automatiquement, ça veut dire sans sans qu'un professionnel intervienne manuellement dans l'alimentation du DMP de son patient. Donc ça, c'est un projet très structurant qui se mène en parallèle de mon espace santé. Et dernier petit point, au-delà des éditeurs de logiciels de professionnels de santé, on a aussi des échanges très réguliers avec ceux qui fournissent, éditent, mettent en place des services à destination des patients. Puisque je vous parlais du catalogue de services de mon espace santé, grosso modo, les usagers y trouveront des services innovants, édités par des acteurs publics ou privés, qui leur permettent de prendre soin de leur santé. Et donc, avec ces éditeurs-là, on est en train de construire les modalités d'échange entre ces applications, on va dire, de la vie quotidienne pour prendre soin de sa santé et l'espace numérique de santé. Et notamment, on construit les API d'échange des mesures de santé, des documents de santé, des données d'agenda, des modalités d'appariement entre les usagers de ces services et les titulaires de mon espace santé. Donc, dans le cas du Ségur, on échange avec les éditeurs de logiciels pour les professionnels. Dans mon espace santé et DMP ne font-ils pas doublon? En fait, c'est la même chose. Voilà. C'est pas un doublon, c'est la même chose. Le dossier médical, on va y retrouver le profil médical avec les données alimentées par l'usager lui-même ou par les applications qu'il utilise. Et on va également y retrouver les documents du DMP. Donc, il faut s'imaginer que, bon, moi j'ai un DMP aujourd'hui. Demain, je vais avoir un espace numérique de santé. Tous les documents qu'il y a dans mon DMP, que ce soit moi qui les ai alimentés ou un professionnel, je les retrouverai dans mon espace santé, dans la rubrique dossier médical. Et par ailleurs, en plus de ces données-là, qui pourront continuer à être alimentées par les professionnels de santé exactement comme ils le font aujourd'hui, avec les mêmes interfaces d'alimentation qu'on appelle DMP compatibles, ça va perdurer. Et en plus de ça, on aura des données que j'aurais pu saisir par moi-même au format Fire. Est-il prévu une application iOS et Android? Oui, alors c'est prévu. Pour tout vous dire, ce qu'on va sortir là au mois de juillet, ce sera la version desktop du dispositif. Et la version mobile, elle arrivera à la rentrée entre septembre et octobre. En termes de communication vis-à-vis des patients, qu'avez-vous prévu en amont au cours du second semestre 2021? Donc, tout d'abord, on a cette énorme campagne d'information individuelle. Ça veut dire que tous les assurés de notre système de soins, presque 69 millions de personnes, vont recevoir à la maison un courrier, soit par l'adresse postale connue de l'assurance maladie, soit par mail, si on a enregistré une adresse mail auprès de l'assurance maladie. Et donc, ce canal de communication, ça va vraiment être une manière d'informer chaque personne individuellement de l'arrivée de mon espace santé. Donc, concrètement, il y aura un document, une lettre, et un petit flyer d'information sur le dispositif. Ça, c'est pour ce qui est de la campagne individuelle. En parallèle, on va mettre en place une campagne plutôt grand public. D'abord, une première campagne qui cible les acteurs de l'écosystème pour sensibiliser aux questions, aux enjeux du numérique en santé. Et puis, à compter de janvier 2022, puisque c'est vraiment là que l'aventure commence pour le grand public au-delà de nos phases pilotes, on va mettre en place une campagne de communication classique sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, dans les magazines spécialisés pour parler de l'arrivée de mon espace santé. Donc notre objectif, c'est vraiment d'avoir à large échelle une campagne de communication nationale sur l'arrivée du dispositif, qui d'ailleurs ne se situera pas juste entre fin 2021 et début 2022. C'est vraiment là, on lance une campagne de communication produit classique qui permettra de cibler puis ça va être évolutif, justement. Exactement. Comment cela se passera-t-il pour les personnes sous mesure de protection? Alors, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est qu'un usager puisse, lui ou son représentant légal, activer ou s'opposer à la création de mon espace santé. Demain, pour qu'un majeur sous tutelle ou sous curatelle puisse déléguer un accès à son tuteur, on va dire, il faut qu'il lui donne ses identifiants. Et ce cadre-là d'accès, il est légal dans le sens où il est prévu par la loi. À terme, on va travailler sur des modalités de délégation
délégations d'accès qui sont, on va dire, plus organisées, c'est-à-dire où un aidant, un tuteur, pourra se connecter en tant que lui-même au compte d'un tiers, que cet accès délégué sera tracé et qui pourra suivre les données de santé des personnes. Juste une petite précision, parce qu'on a eu une discussion assez intéressante avec les collègues de l'UNAF sur cette question-là. Dans mon espace santé, on accède aux données de santé des personnes, ce qui est très différent des données administratives que l'on a dans le cadre d'Amélie. Donc, en fait, pour qu'un tuteur, pour que quelqu'un qui a un mandat dans le cadre d'une mesure de protection d'un majeur protégé, accède à ces données de santé, il faut quand même que le majeur protégé y ait consenti. Ce n'est pas le cas, par exemple, pour des démarches administratives ou dans le cadre de l'accès aux droits des personnes, un tuteur a le droit d'accéder à ces données-là. Donc là, l'accès d'un tiers, qu'il soit tuteur, on va dire juridiquement mandataire, juridiquement, ou qu'il soit un proche aidant, se fera nécessairement avec le consentement de la personne accompagnée. Avec la future activation automatique du DMP, sauf refus, est-ce que l'alimentation pourra se faire automatiquement sans forcément demander l'accord du patient? Alors, l'accord du patient est toujours nécessaire en consultation. En alimentation, déjà aujourd'hui, ce n'est pas une obligation d'avoir le consentement éclairé de la personne, enfin le consentement explicite, formel de la personne pour lui pousser ses données de santé. Donc, ce mécanisme-là, juridiquement, il tient toujours demain avec l'arrivée de mon espace santé et l'ouverture automatique du DMP. Donc, concrètement, ce qui va se passer, c'est que dans le cadre du Ségur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évoluer les interfaces d'alimentation pour qu'en fait les professionnels n'aient plus aucun frein à l'alimentation du DMP. C'est vraiment l'enjeu de ce qu'on appelle l'automatisation de l'alimentation automatique du DMP. C'est d'abord faire en sorte que le DMP, il existe par défaut, et ensuite de faire évoluer les interfaces d'alimentation dans les logiciels métiers des professionnels pour que ce soit extrêmement fluide de renvoyer un document de santé à un patient. Comment mon espace santé se coordonne avec le logiciel métier du professionnel de santé? C'est via les interfaces d'alimentation du DMP, d'un côté, et aussi via la messagerie sécurisée. Et pour le PS, ça sera complètement transparent. C'est-à-dire que dans sa messagerie, il va pouvoir écrire à un patient. Donc concrètement, dans un premier temps, on va tester des choses. L'adresse de messagerie d'un patient, elle est structurée autour de son INS. Donc, si son logiciel utilise l'INS, il peut recopier l'INS de son patient et à la fin d'une consultation, lui envoyer un petit message à l'adresse ins@patient.mssanté.fr. Ça, c'est une première intégration qu'il y aura entre les logiciels des professionnels et mon espace santé. À terme, et notamment dans le cadre du Ségur de la santé, où en plus du DMP, une autre des priorités, c'est la MS Santé, on pourra faire évoluer le cahier des charges des logiciels de messagerie pour, par exemple, pouvoir automatiser un envoi de message. Donc, avoir sur la fiche d'un patient, automatiquement un bouton envoyer un message qui structure l'adresse du patient en question sur la base de son INS et qui permet de lui envoyer un message sans couture. Et ça sera peut-être dans les vagues 2 du Ségur. Et comme tu dis, je pense que voilà, pour MS Santé, pour les messages sécurisés côté pro, la boucle sera bouclée et on espère en effet que ça va générer de nombreux usages. Le document reçu avec le code d'accès permettra-t-il d'activer mon espace santé, mais aussi de notifier le refus? Oui. En fait, vous utilisez, ce sera le même code. En gros, on va sur mon espace santé, on se connecte et à la fin, on dit je veux l'activer ou je veux m'opposer. Est-ce que cet espace sera lié au compte Amélie? Et si oui, quelles informations seront partagées? Alors, on va retrouver, comme c'est le cas aujourd'hui dans le DMP, l'historique de remboursement issu d'Amélie. On va avoir des ponts comme un bouton dans mon espace santé qui permet d'aller sur Amélie et inversement des boutons dans Amélie qui permettent d'aller à mon espace santé là où c'est pertinent. Ça, c'est les premières choses qu'on va mettre en place dès le début de l'année prochaine. Et ensuite, il faut vraiment avoir en tête que d'un côté, Amélie, c'est la partie remboursement, suivi de ses dépenses, de ses frais de santé. Et mon espace santé, c'est vraiment le volet données de santé, parcours de soins.
Il y aura sûrement des ponts autour des questions justement d'historique de remboursement, de prévention, etc. C'est des parcours qu'on va construire petit à petit avec les collègues de l'assurance maladie qui gèrent Amélie.fr. Pour qu'un professionnel puisse consulter le DMP d'un patient, faudra-t-il que ce dernier ait activé Mon Espace Santé? Non, c'est ça le principe de la création automatique. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de m'être connecté une première fois pour que la ressource existe. Concrètement, je vous disais tout à l'heure, on va tous recevoir un courrier à la maison. Dans un délai d'1 mois après la réception de ce courrier, si je n'ai rien fait, la ressource existe. C'est-à-dire qu'on va créer mon espace santé et donc j'aurai un DMP associé et une messagerie sécurisée. Ce qui veut dire que concrètement, si je ne fais rien, un professionnel de santé pourra m'envoyer un document ou pourra m'envoyer un message via la messagerie sécurisée de santé. Nous, derrière, quand on va voir des mouvements dans le compte de quelqu'un qui n'a pas encore activé son espace numérique de santé, eh bien, on va notifier la personne dans les mêmes modalités qu'on l'a notifié pour lui dire votre espace numérique de santé va être ouvert, donc soit par voie postale, soit par courrier. Et c'est ce qui va permettre aussi d'activer les usages du côté des patients et du grand public. C'est de pouvoir informer les personnes, ah tiens, un professionnel vous a écrit, un établissement vous a poussé un document dans votre espace numérique de santé, allez y jeter un œil. Vous avez parlé d'un format particulier pour l'ajout de données de santé, glycémie, tension, etc. Où peut-on trouver des informations sur ce format? Alors, aujourd'hui, on pourra peut-être vous les partager dans le chat ou après la réunion. On a déjà des premières specs qui existent là-dessus. Elles vont être ouvertes en concertation comme on le fait d'habitude quand on publie un document dans le cadre du CISIS. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur les ressources FHIR Patient Summary. Les assurés ont-ils le même accès que les PS à l'annuaire santé? Si oui, ne risque-t-il pas d'y avoir des dérives? Ah non. Très bonne question. Donc, dans l'usage de la messagerie sécurisée citoyenne, ce qui est prévu, c'est qu'une correspondance ne puisse être initiée qu'à l'initiative d'un professionnel. Pour nous, d'abord, c'est une manière de sécuriser les professionnels sur le fait qu'ils ne vont pas recevoir de messages intempestifs de la part de patients qui ne suivent même pas. Mais c'est aussi un service rendu aux usagers, aux citoyens, parce que leur permettre d'envoyer un message sans être sûr du professionnel à qui ils l'envoient, puisqu'ils ne connaissent pas l'annuaire santé ou le numéro RPPS du professionnel en question, ou leur permettre, entre guillemets, d'envoyer une bouteille à la mer sans être sûr d'avoir une réponse, c'est pas non plus un service qu'on a envie de mettre en place. Donc, l'idée, c'est vraiment que demain, lorsque la messagerie sécurisée sera mise en œuvre, chaque échange pourra être initié uniquement à l'initiative d'un professionnel. Donc, moi, en tant que médecin, je peux écrire à un patient peut ensuite me répondre. Je pourrais, à terme, bloquer le patient pour dire « ça y est, cette correspondance est finie, il n'y a plus de raison d'être, je ne suis plus le patient en question » ou bien voilà. Mais en tant que patient, je ne peux pas écrire à, entre guillemets, n'importe quel PS de l'annuaire santé. Sera-t-il possible de revenir sur un refus d'activation initiale? Oui, dans les deux sens en fait. Si j'ai activé et que je regrette, je peux désactiver. Et si j'ai désactivé et que en fait je me dis zut, là j'en aurais bien besoin d'un truc comme ça, et ben à tout moment je peux réactiver mon espace numérique. Finalement, à chaque fois qu'on recevra une notification, comme quoi en effet on a un nouveau document qui a été déposé, parce que là c'est une manière justement de nouveau nous solliciter éventuellement. Bien sûr. Ça c'est pour les personnes qui n'auraient rien fait. Mais imaginons que quelqu'un se soit activement opposé à la création. Donc, il ne reçoit pas de document, il ne reçoit pas de messagerie, puisque l'ENS n'existe pas, l'espace numérique de santé de la personne n'existe pas. Et bien, a posteriori, même des années après avoir reçu le fameux courrier, je pourrais quand même demander proactivement à ce qu'on me l'ouvre. Pour les documents d'imagerie, les comptes rendus dans l'espace, c'est OK. Mais qu'en est-il des images? Est-il prévu une API pour aller visionner sur les PACS des radiologues? Alors oui, c'est un sujet donc là qui est sur la feuille de route du DMP. Pour tout vous dire, la semaine dernière, encore mercredi, on était en train de discuter de ce sujet avec les collègues de l'assurance maladie pour savoir à quel moment de la roadmap est-ce qu'on le met. Ça fait partie des sujets qu'on a bien en tête pour la vague 2 du Ségur dans les DSR radiologie. Donc, le principe, ce sera de pouvoir indexer des images qu'on pourra donc aller requêter dans des PACS. Pour l'instant, on va se focaliser sur l'alimentation des comptes rendus d'examen de radiologie
Et à terme, on va travailler à ça. Donc, je vous le disais, on est en train de réfléchir à quand est-ce qu'on le met dans la roadmap du DNP, à quelle échéance. Alors, quelles actions pour trouver des solutions aux fractures numériques, zones mal desservies par les réseaux, personnes en incapacité ou difficultés d'accès du fait de leur état de santé, handicap ou autre? Alors, plusieurs actions là-dessus. La première, c'est de s'appuyer sur le réseau des caisses primaires d'assurance maladie, qui vont être de réels acteurs de proximité, comme ils le sont aujourd'hui dans l'ensemble des dispositifs, notamment numériques, qu'ils mettent en place sur le terrain. Localement, les CEPAM ont des partenariats avec le réseau Maison France Service notamment, qui fait de la médiation et de l'accompagnement dans un cadre professionnel. Donc ça, c'est vraiment les premières actions qu'on met en place. Ensuite, on va mettre en place aussi un réseau que nous, on qualifie de solidarité numérique, avec des structures plus bénévoles ou bien des structures de la médiation numérique, mais qui n'ont pas nécessairement de lien avec les services publics. Donc ça, c'est ce réseau d'ambassadeurs, on est en train de le structurer. On va notamment le tester en Haute-Garonne pour voir derrière comment est-ce que ce modèle est réplicable. L'objectif, c'est donc que des tiers, qu'ils soient professionnels dans des réseaux de médiation numérique ou qu'ils soient bénévoles dans des réseaux, par exemple, associatifs, puissent sensibiliser et accompagner les usagers à la prise en main de mon espace santé. Et enfin, le troisième niveau auquel on travaille, mais qui sera plutôt pour l'année prochaine, c'est de pouvoir déléguer la gestion de mon espace santé à un proche. Donc ça, on a énormément de discussions en cours entre nous, des discussions qu'on va aussi devoir avoir avec la CNIL, puisqu'il s'agit de sécuriser les modalités de délégation des accès à la gestion de ces données de santé, donc c'est extrêmement sensible, mais on a bien ce sujet en tête qui nous a été remonté par les associations de patients, par les usagers en direct, par les aidants aussi, qui nous ont sensibilisés sur ces questions-là, que ce soit l'aidant d'un proche en perte d'autonomie ou de quelqu'un qui a du mal avec le numérique, mais qui aimerait bien quand même être sûr que ces données de santé, elles soient rangées dans un endroit pour ne pas risquer de les perdre, parce que c'est important de les avoir quelque part. À quel âge les patients pourront-ils disposer d'un espace numérique de santé, dans le cas par exemple des enfants? Alors, la création de l'espace numérique de santé, elle va être rattachée à l'affiliation à l'assurance maladie. En gros, l'identifiant qui nous permet, nous, de créer un espace numérique de santé, ça va être l'INS. Donc, c'est dès qu'une personne a un INS, on peut activer l'espace numérique de santé qui est associé, et donc notifier le parent, le représentant légal, ce qu'on appelle l'ouvrant droit dans le contexte de l'assurance maladie, et donc toujours avec cette même logique de je peux l'activer tout de suite ou il s'active automatiquement dans un délai d'1 mois. Donc, à compter de l'affiliation d'un usager, d'un nouveau-né à l'assurance maladie, qui se fait généralement quelques jours après la naissance, on a 1 mois de délai qui est le droit légal d'exercice de son droit d'opposition, le délai légal d'exercice de son droit d'opposition. Et si la personne ne fait rien au bout d'1 mois, alors le dispositif il est ouvert par défaut. Pour les professionnels de santé, l'accès à l'espace de santé sera-t-il certifié par la CPS? Alors, oui. Donc, pour les professionnels de santé, soit je continue à faire comme je peux le faire aujourd'hui dans mon logiciel métier, j'ai des interfaces de consultation du DMP, ou bien je me rends de temps en temps sur ce qu'on appelle le web PS DMP pour consulter le dossier médical partagé d'une personne, soit une nouvelle modalité qui sera possible à partir du mois de janvier. Un patient me donne proactivement accès à son espace numérique de santé. Et là, je peux consulter tout ce à quoi il m'a donné accès. Donc, éventuellement son agenda, voir sa messagerie. Je peux aussi consulter les applications auxquelles il s'est abonné. Et bien sûr, je peux avoir accès à son dossier médical, ses documents et ses données de santé. Pour cette délégation d'accès à la main du patient vers un professionnel, moi, mon médecin peut me demander « donnez-moi accès ». Je clique sur un bouton. Ça crée un lien qui est adressé au professionnel de santé qui va utiliser pour se connecter et un code que moi je dois donner à mon PS pour être sûr qu'il accède au bon espace numérique de santé. Donc cette modalité d'accès, elle va être particulièrement pertinente en préadmission et en consultation, au cours d'une consultation. Et effectivement, pour qu'un professionnel puisse accéder, il va devoir utiliser sa ICPS. Et autre petite nouveauté, je vous disais, un professionnel pour accéder au DMP, il continuera d'accéder via son logiciel. Donc si son logiciel a déjà mis la ICPS, c'est tant mieux, ce sera hyper simple. Mais d'ici la fin de l'année,
le web PS-DMP, c'est-à-dire l'interface d'accès au DMP classique sur le web, celle-ci pourra s'appuyer sur une connexion ICPS. D'accord. Est-ce que le volet vaccination restera celui du DMP ou est-il prévu d'aller plus loin avec l'utilisation d'un moteur d'IA permettant de choisir la meilleure stratégie vaccinale pour un patient donné en fonction de ses ATCD, sa profession, etc. Alors, qu'est-ce qui est prévu là-dessus? D'abord, dès maintenant, on a changé quelque chose dans la partie carnet de vaccination, dans les modalités d'alimentation du DMP. C'est que jusqu'à présent, le carnet de vaccination était rempli par un professionnel nécessairement via les interfaces d'alimentation. Maintenant, un patient va pouvoir alimenter lui-même sa partie vaccination, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ça, c'est déjà une des premières évolutions et on va faire en sorte qu'elle se déploie. Ensuite, il y a d'autres évolutions qui sont prévues, mais ça, ce sera plutôt à compter de l'année prochaine, où on va tenter de mettre en place ce qu'on appelle un système expert pour, en fonction de la situation connue de la personne, de ses précédents vaccins, de son schéma vaccinal, on va dire, l'accompagner dans les rappels nécessaires à avoir en tête et le fait, du coup, de savoir à chaque moment où est-ce qu'il en est un peu de ces vaccins. Sur la ligne de vie, on pourrait retrouver des rappels, etc. Par contre, pour tout vous dire, je ne pense pas que ce soit nécessairement de l'intelligence artificielle pour faire ça. Je pense que c'est juste un moteur de règles. C'est moins fancy, mais ça marche aussi. Y aura-t-il un portail e-santé pour les professionnels et si oui, à quoi ressemblera-t-il? Alors, aujourd'hui, j'imagine que la question doit faire référence à ce qu'on a indiqué dans la feuille de route comme étant le bouquet de services des professionnels. Ce qui est prévu à date pour le bouquet de services, c'est plutôt des interfaces qui vont permettre aux professionnels, à partir de leur logiciel, d'accéder aux informations nécessaires pour la prise en charge, que ce soit dans le cadre de la facturation avec les API Amélie, ou que ce soit dans le cadre de l'alimentation du DMP ou demain de l'espace numérique de santé. Donc, c'est plutôt de faire des ponts intelligents entre les logiciels qu'utilisent aujourd'hui les professionnels et les ressources, notamment mises en œuvre par la puissance publique, qui leur permettent de prendre en charge leurs patients ou de sécuriser le remboursement, la prise en charge des frais. C'est ça qu'on appelle le bouquet de services. Aujourd'hui, c'est un ensemble d'API, d'interfaces qui viennent fluidifier, on va dire, le quotidien du professionnel. Ce n'est pas nécessairement un site web dédié professionnel.isanté.gouv. Ce sera plutôt un ensemble d'API presque transparentes en fait pour le professionnel lui-même. On pourra imaginer récupérer justement des données, quand on disait tout à l'heure qu'on va sur certaines applications enregistrer certaines données. On pense à des cas d'usage en pré-op et en post-op, pour l'appel du lendemain, ce genre de choses, de pouvoir récupérer au sein des dossiers patients informatisés, par exemple, les infos pour savoir où en est le patient. Exactement. À terme, est-ce que l'espace Amélie dédié à chaque assuré sera intégré à mon espace santé ou bien devront-ils toujours utiliser les deux espaces indépendamment? Alors, à terme, je ne sais pas, en toute sincérité. Je ne sais pas vous dire jusqu'où ira le rapprochement entre les deux dispositifs. Ce qui est sûr, c'est que dans les années à venir, ça va rester deux solutions différentes. Je vous disais, on va faire des ponts pour fluidifier au maximum le parcours des usagers entre Amélie et mon espace santé. Mais à terme, je ne sais pas. Le Tour de France Réussir ensemble, mon espace santé a déjà commencé auprès de l'écosystème. Les professionnels de santé et les établissements ont été informés de l'arrêt des créations des DMP. Lors des rencontres, ils demandent logiquement et légitimement les explications de cet arrêt. Est-ce que nous sommes en capacité de faire, eux-mêmes, PS et établissements, vont informer leurs patients? Ne pensez-vous pas que la communication auprès du grand public arrive un peu tard en janvier 2022? Les assurés auront déjà connaissance que le DMP va être embarqué dans mon espace santé. Alors là, il s'agit juste des transactions d'ouverture de nouveaux DMP. Et la raison pour laquelle elles sont arrêtées là à partir du mois de juillet, c'est que concrètement, l'espace numérique de santé arrive dans 6 mois plus tard. Les DMP seront automatiquement créés dans ce cadre-là. D'un point de vue opérationnel et technique, pour nous, il nous paraît plus rassurant de stopper les transactions d'alimentation pour sécuriser
l'intégration des DMP historiques, mais pas jusqu'au dernier jour devoir récupérer les DMP créés dans les espaces numériques de santé qui vont arriver. Donc pour nous, opérationnellement, il nous a paru plus sécurisant pour les usagers eux-mêmes qu'on stoppe la création de DMP pendant 6 mois. Et par contre, toutes les personnes qui disposent aujourd'hui d'un DMP, elles auront toujours leur DMP demain. Et d'ailleurs, je vous disais, on prévoit une communication à destination des usagers dans le cadre d'une communication individuelle. Cette communication sera un peu différente si je dispose d'un DMP ou si je n'en dispose pas. Notamment dans le flyer d'accompagnement, il y a vraiment une rubrique qui explique à ceux qui détiennent aujourd'hui un DMP ce qui va arriver de leurs données dans le cadre demain de mon espace santé. Donc cette communication-là, elle est bien prévue. Elle est aussi bien prévue dans les campagnes d'information individuelle que dans les modalités d'accompagnement qui vont être mises en œuvre par les caisses primaires d'assurance maladie dès maintenant dans les territoires pilotes. Si ça fait partie des sujets qui remontent du terrain, dans les phases pilotes, où les gens nous disent « Ah, les gens ne comprennent pas ce qui va arriver de leur DMP », on retravaillera encore des choses pour préparer l'arrivée du DMP. Mais aujourd'hui, nous, on a préféré stopper la création des DMP pour pouvoir garantir à tous que les données historiques de leur DMP soient bien reprises dans mon espace santé au 1er janvier 2022. C'est vrai que c'est l'objectif aussi de cette phase pilote qui arrive très tôt, c'est demain, avec les tests du coup de l'opt-out. Donc, il y a besoin de cette phase justement pilote pour bien sécuriser la généralisation à janvier 2022. Alors, pour l'instant, on a fait le tour des questions dans le chat. Si vous en avez d'autres, surtout n'hésitez pas, c'est le moment. Je vois que les personnes sont en train d'écrire. Ah, parfait, on va attendre un petit peu, sinon on va être un peu de temps pour prendre vos questions. N'hésitez pas. Sinon, moi, j'en ai une rapidement. On a parlé messagerie citoyenne, donc en tant que professionnel, je vois par exemple, nous, côté Agence du numérique en santé, avec les territoires, on parle messagerie citoyenne versus messagerie pro MS Santé. Voilà, est-ce que c'est la bonne terminologie? Est-ce qu'on s'est arrêté sur cette appellation finalement? Oui, nous, on parle de messagerie citoyenne. Et ce qui est important, c'est que les professionnels comprennent bien que c'est l'extension pour eux de leur messagerie sécurisée de santé avec leurs patients. Donc la communication, elle est vraiment axée là-dessus aujourd'hui. Et côté agenda, je sais qu'on a eu aussi l'occasion d'avoir beaucoup de questions sur toutes les solutions de prise de rendez-vous en ligne actuelles. Voilà, est-ce que du coup on pourra mutualiser la fonctionnalité agenda avec tous les rendez-vous pris dans ces différentes solutions du marché aujourd'hui? En fait, l'objectif, c'est que ce soit à la main de l'utilisateur. Donc, s'il utilise différentes applications de prise de rendez-vous et que celles-ci sont référencées à son catalogue de services, il pourra les synchroniser pour faire en sorte que les différentes applications de prise de rendez-vous qu'il utilise alimentent automatiquement son agenda dans son espace santé. Mais ça sera toujours à la main de l'usager, de l'utilisateur de ces différentes applications. D'accord. Alors, Élodie, est-ce que entre-temps, nous avons eu d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Je pense que vous avez été très clair. C'est top. Si, une petite Une dernière. Comment éviter les ruptures d'alimentation des DMP, notamment par les établissements pour la fin d'année 2021? Les éditeurs seront-ils prêts pour proposer les mises à jour DMP V2? Alors, l'alimentation du DMP, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure, la seule transaction qui est supprimée, c'est celle de la création. Parce que les API d'alimentation, qu'on appelle les V1 du DMP, continuent d'être fonctionnels. C'est-à-dire que si votre logiciel aujourd'hui, il pousse du document dans le DMP, il pourra encore le faire le 2 juillet 2021. La seule transaction qui s'arrête, c'est celle de la création des DMP nouveaux. Donc, un établissement de santé qui prend en charge un patient, si ce patient dispose aujourd'hui d'un DMP, aujourd'hui et demain, il pourra continuer d'alimenter exactement comme il le fait aujourd'hui les DMP. Ce qu'on va faire dans le cadre du Ségur, c'est vraiment d'accompagner tous les éditeurs du secteur dans le fait d'atteindre cette DMP V2 dont, vous le savez, le cœur, c'est le passage de l'INSC à l'INS. Et donc, on va faire basculer toutes les API d'alimentation du DMP vers l'INS, au même titre qu'on va déployer massivement l'INS dans tous les logiciels du secteur. Tout à fait. Pour les résidents en EHPAD, à quelle adresse serait envoyée la communication? À l'adresse connue par l'assurance maladie. Sachant que leur EHPAD, c'est leur domicile, c'est considéré comme leur domicile. Comment garantir le secret médical si le dossier est ouvert par le parent?
Le parent à l'enfant? C'était C'est à la ça. suite de la question sur les résidents en EHPAD. Ah. Ça, c'est côté ayant droit, aidant. Ouais, bon, la loi dit que le droit d'opposition et le droit d'accès peut être fait par le titulaire lui-même ou son représentant légal. Son représentant légal, c'est soit un mandataire, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une mesure de protection, qu'il soit familiale ou professionnelle, et dans l'autre cas, c'est un parent pour ses enfants, un ouvrant droit pour son ayant droit. Dans ce cadre-là, je vous le disais, pour les majeurs protégés, il s'agira de toujours permettre à la personne de déléguer un accès pour justement garantir le respect du secret médical. Et de l'autre côté, d'un parent pour son enfant, le cadre du secret médical ne s'applique pas. Enfin, à moins que le mineur ait été émancipé, le cadre du secret médical ne s'applique pas. Donc le secret médical est garanti en fait. Les patients vont-ils devoir créer leur messagerie sécurisée de santé? Non, au même titre que l'espace numérique de santé, il sera ouvert par défaut, sauf opposition. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire, sinon ça fait le tour. Alors, comment chaque citoyen aura connaissance de son INS? Le courrier reçu le mentionnera-t-il, ou bien l'identifiant sera transparent et ne servira qu'aux échanges pour mon espace santé? Donc l'identifiant qu'on va recevoir par message, on ne peut pas se permettre de mettre l'INS dans ces emails, dans ces emails et ces courriers-là. Donc on a choisi un identifiant non signifiant, qui est d'ailleurs un identifiant temporaire. Ensuite, l'usager, une fois connecté, il pourra retrouver son INS. Pour nous, c'est important que l'usager connaisse son INS parce que en fait, on aimerait presque qu'à la fin d'une consultation, il puisse dire « Ah, docteur, envoyez-moi, s'il vous plaît, l'ordonnance par messagerie » et pouvoir dire à son professionnel « Mon adresse de messagerie, c'est ça ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en clair dans la messagerie de l'usager. On prévoit par exemple qu'il y ait un message entre guillemets automatiquement reçu dans la messagerie de l'usager et donc que l'usager puisse y retrouver son INS simplement, son adresse de messagerie simplement. Ok, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Super, écoutez, merci à tous d'avoir été présents pour ce rendez-vous sur Mon Espace Santé. Et merci pour vos questions. Merci Ella. Merci à toi. Et à très bientôt. J'espère que vous êtes convaincus et qu'on va tous vous retrouver sur Mon Espace Santé. À très bientôt.